un plaisir de savoir que vous êtes nombreux à nous suivre, nombreux à accompagner cette vision, nombreux à accompagner cet acte d'engagement que nous avons pris, lié comme ça à l'éveil patriotique, mais également à la conscience collective et aussi au développement de notre société. Mesdames et messieurs, très chers fidèles téléspectateurs, nous vous disons bonsoir et bienvenue dans Jeunesse et Patriotisme. Alors, bien avant tout, avant de continuer, j'aimerais ici vous rappeler votre devoir, le devoir de pouvoir visiter notre chaîne YouTube qui est Leadership and Vision by DK, mais également de pouvoir nous contacter via le numéro de téléphone qui est affiché au bas de vos écrans. Mesdames et messieurs, encore une fois, je vous dis bonsoir. Ce soir, nous aurons le plaisir de partager sur une thématique aussi grande, une thématique qui fait beaucoup parler dans le milieu jeune, qui fait beaucoup parler dans la société. Alors nous aurons le plaisir de le partager avec un visage que vous connaissez aussi, mais également un visage que vous saurez découvrir ici ce soir, mesdames et messieurs. Je vous laisse ici découvrir celui qui est notre invité, monsieur Eugène Kando, le coach. Bonsoir. Bonsoir. Comment allez-vous? Ouais, très bien, merci. Très bien, grâce à Dieu. Vous êtes invité ici dans Jeunesse et Patriotisme. Que direz-vous déjà, en premier lieu, de ces concepts, jeunesse et patriotisme? Un concept qui me parle, vu l'importance de deux matrices. La première matrice, c'est la jeunesse. J'ai une relation particulière avec la jeunesse. Non pas seulement parce que je suis jeune, parce que je ne le suis plus au regard de la définition de la charte africaine de la jeunesse, mais pour avoir été acteur, observateur jusqu'aujourd'hui, mentor et coach. J'accompagne des jeunes avec plusieurs approches et par conséquent c'est vraiment pour moi un concept qui me parle beaucoup. Mais aussi parce que la jeunesse est un vivier. Quand on parle de la jeunesse, on voit la préfiguration de l'avenir, mais un avenir qui n'attend pas, un avenir qui se conjugue dès aujourd'hui. Et de l'autre côté, il y a le concept de patriote. Quand on parle jeunesse et patriotisme, s'il y a quelque chose qui nous manque le plus souvent dans nos actions, c'est le patriotisme. Okay. Et ça vaut la peine d'insister beaucoup là-dessus parce que ce ne sont pas des gens intelligents qui manquent dans ce pays, ce ne sont pas des gens ambitieux qui manquent, mais souvent on pêche sur l'éthique et le patriotisme. Même quand on regarde la configuration, que ce soit l'élite politique, l'élite économique, la dimension patriotique est beaucoup plus laissée des côtés, et c'est justement pour cela qu'on n'a pas de vrais résultats. Ce patriotisme conçu comme cette capacité à voir au travers, je ne sais pas, au travers de sa vie, le devoir d'appartenir à une nation et la fierté qu'on en tire au-delà de droits que l'on peut en jouir. Si je veux répéter, cette fierté de se regarder au travers le miroir d'une nation et d'en ressortir la fierté d'appartenir à cette nation et de réaliser en fait les devoirs que nous avons vis-à-vis de cette nation au-delà des droits que nous avons d'en jouir. Très important. Est-ce que ici, lorsqu'on parle du patriotisme, ici, comment voyez-vous cette notion? Est-ce que y a-t-il aujourd'hui encore lieu de pouvoir sensibiliser sur cet aspect-là, ou y a-t-il raison aujourd'hui de pouvoir légiférer, question de soutenir cette notion du patriotisme? Le patriotisme devrait être enseigné aux mamelles déjà. Dès l'arrivée dans ce monde, on devrait apprendre, au-delà de savoir dire papa, maman, au-delà de connaître son nom, apprendre à l'enfant que tu appartiens à un pays merveilleux qui est au cœur de l'Afrique, qui a toutes les potentialités pour sa grandeur, et inculquer cela dans chaque enfant de manière à ce que l'on grandisse avec l'idée de bâtir un pays plus beau qu'avant. L'idée que tout ce que nous allons faire, c'est rendre une chandelle belle à cette nation.
Et donc, en grandissant avec ça, on ne sera pas en décalage, on ne sera pas en hiatus. Parce que si tout le monde partait à l'école en sachant que quand je vais à l'école, je n'étudie pas seulement pour devenir quelqu'un dans la vie. Je n'étudie pas seulement pour avoir de l'argent in fine. Je n'étudie pas seulement pour la fierté de ma famille, mais bien plus que ça, c'est pour faire honneur au drapeau de mon pays. Un peu comme quand on est fier, quand on voit 2, 3, 4 basketteurs de la diaspora qui évoluent dans la NBA, on veut réclamer directement que non, ce sont des Congolais. Un peu comme quand on apprend qu'il y a une mathématicienne qui a eu le prix, je ne sais pas moi, Albert Einstein, on veut se réclamer, tout le monde met sur les statuts. Si chacun de nous se disait qu'en sortant, en allant à l'école, en faisant tout ce que je fais, au-delà du bien-être personnel que je veux, si je le fais aussi pour rendre chandelle à mon pays, je crois qu'on aura moins de traîtres. On aura très peu de gens qui iront même s'associer avec ceux qui tuent et pillent notre pays. C'est quelque chose de manière permanente, on devait insister, et même sur le chantier de chantier. Parce que dans l'optique de travailler sur la mentalité des Congolais, l'un des aspects importants dans le changement de mentalité, c'est effectivement cette dose accrue de manière permanente sur le patriotisme. Parce que comme vous le savez avec moi, je ne vous apprends rien, il y a un sérieux problème d'hommes au Congo et ce problème passe par le changement de mentalité, ce que j'appelle la déprogrammation positive de mentalité. Et dans cette déprogrammation positive, il n'y a pas que l'éthique, il n'y a pas que la morale, il n'y a pas que le civisme, mais il y a la dimension patriotique que beaucoup de gens manquent. Merci beaucoup, coach. Ça sent qu'il y a tellement de la matière ce soir. Mesdames et messieurs, restez connectés à Jeunesse, dans Jeunesse et Patriotisme, cette émission qui vous fait énormément du bien. Alors ce soir, coach, nous allons essayer ici de parler de l'employabilité de jeunes en République démocratique du Congo. C'est la thématique choisie pour ce soir. Alors, en premier lieu, j'aimerais ici vous poser, coach, il se fait remarquer que plus de 80-90% de la population congolaise, de la jeunesse congolaise active, sont plus dans le secteur informel. Alors, comment définissez-vous déjà l'employabilité dans ce sens-là, cependant que le secteur formel reste encore restreint? Alors, d'une chose deux, on parle de l'employabilité, mais quand vous évoquez les développements dans le secteur informel, ici on est en plein dans l'entrepreneuriat. C'est vrai que de manière globale, on pense à toute activité que l'on peut faire pour se procurer de bénéfices, que ce soit dans un circuit formel ou classique du travail ou dans l'entrepreneuriat. Mais il faut scinder les deux. Pourquoi? Parce que dans les secteurs de l'emploi, on parle ici d'un travail que tu fais qui est rémunéré, qui peut être pourvu soit par l'État ou soit par le privé. Et donc, ces secteurs se trouvent être assez, je ne vais pas dire saturés, mais ça ne parvient pas à absorber toute la demande et la main-d'œuvre de la jeunesse congolaise. C'est comme ça que son prolongement, le prolongement de ces secteurs ou une sorte d'alternative pour pallier à ce problème, pour pallier cette situation, c'est l'entrepreneuriat. L'entrepreneuriat devient comme une réponse et c'est justement pour cela que dans cet entrepreneuriat, il y a beaucoup plus de jeunes qui évoluent dans l'informel. Pourquoi ils évoluent dans l'informel? Pour deux raisons. Parce qu'il faut qu'on puisse assainir l'écosystème entrepreneurial où il y a beaucoup de taxes, de fois, qui ne se justifient pas. Je vais te donner un exemple. Les jeunes qui finissent à l'UNIKIN, à l'UPC, à l'IFASIC ou je ne sais pas moi quoi, mais qui n'a pas l'emploi 1 année, 2 ans, mais qui commence à se débrouiller avec cabine et tout, il est dans l'informel. Il est dans l'informel. Il va peut-être faire un coup de main dans l'événementiel et tout ça. Et le jour qu'il organise un événement, il a peut-être trouvé un artiste qu'il veut produire ou je ne sais pas moi, un événement. Il trouve devant la salle où il organise des vieux papas et quelques jeunes filles qui viennent dire nous sommes de la division culturelle de l'État, on veut que tu payes 12% de ce que tu as gagné comme bénéfice. C'est absurde en fait. C'est vraiment absurde. Il n'a pas eu de soutien, il est fait, avec ses moyens. On vient lui raconter ce genre de choses. Donc c'est-à-dire en amont, on ne crée pas un environnement qui sécurise l'emploi, l'employabilité et la capacité de se déployer sur le plan entrepreneurial, mais seulement in fine, on se retrouve astreint à des taxes non justifiées qui n'ont pas de sens, qui ne sont pas proportionnelles
à la capacité, à l'accessibilité même au niveau de l'argent. Deuxième aspect de choses par rapport à l'informel, c'est que il y a cette question de... Il faut avoir des documents, il faudrait viabiliser son entreprise. Aujourd'hui, on a facilité. À l'époque, on nous avait dit que c'était 3 jours. Mais aujourd'hui, ça ne fait plus 3 jours. Quand tu vas au guichet unique pour créer ton entreprise, tu peux te taper 3 mois. Et les documents ne viennent plus en bloc. Avant, c'était, tu as le RCCM, tu as l'identification nationale, tu as INPP, mais ça ne vient pas. Tu peux avoir la chance, si tu es le plus chanceux, tu as 2 documents, 3 documents, on te dit que le document de la DGI va venir, il n'est pas disponible, le document. Mais finalement, chaque document a un prix. Ça prend... Non, ça, il faut être honnête, chaque document n'a pas de prix, mais les prix devient disparate dans la mesure où quand tu ne sais pas l'avoir du coup, tu as plusieurs intermédiaires qui vont te dire non, moi je peux t'aider à avoir tel document. C'est un peu comme officiellement on nous raconte que le passeport coûte $99 et puis après tu vas dépenser $200 et on n'a pas créé des mécanismes pour empêcher cela. Donc c'est l'assainissement de l'environnement qui permet à ce que ce travail se fasse dans la fluidité. Il n'y en a pas. Et donc pour rentrer maintenant sur la question de l'emploi, il y a 2 facteurs. Parce qu'il y a les secteurs privés et les secteurs publics. Commençons par les secteurs publics. J'ai beaucoup aimé dernièrement, parce que quand il y a des choses positives, il faut en parler. Souvent dans ce pays, pour avoir un travail dans les entreprises publiques, tu dois avoir une carte de membre d'un parti politique. À l'époque, c'était ceux qui dirigeaient, mais les choses n'ont pas vraiment changé, ça continue. Les seuls endroits où les offres sont ouvertes, c'est la police et l'armée. Et du coup, ça dérange. Vous allez voir, tout ce qu'il y a comme entreprise publique, on a recruté des gens, vous ne comprenez pas, je travaille à tel endroit. Mais on n'a jamais vu des mécanismes traçables, égalitaires, ouverts, qui permettent à ce que tous les jeunes Congolais puissent concourir à chance égale, là où déjà l'emploi est à compter à bout de doigts. Mais par ailleurs, comme je disais, la note positive, c'est que j'ai vu dernièrement. J'espère que ça va aller jusqu'au bout. Ça ne va pas être comme l'autre fois. On avait fait des recrutements à la DGDA et 2 ans après, on a sorti de mal de tout ces papiers de tests-là et qui n'ont jamais été répondus et tout ça. J'ai vu qu'il y a un concours de jeunes pour la SNEL. Je connais un jeune qui n'a pas de parapluie politique, qui a postulé. Son nom a été retenu. Maintenant, il va faire le test. Maintenant, on va suivre. Il faut apprécier ce genre de choses. Mais il faut davantage encourager cela. Sinon, on construit sur des frustrations, comme on en a construit avec d'autres secteurs, des secteurs politiques ou trucs. Donc, il faudrait que l'on permette à ce que chaque jeune Congolais puisse avoir la fierté d'aimer son pays. Parce qu'on est dans jeunesse et patriotisme. L'une des façons de permettre à ce que tout le monde puisse aimer. Parce que souvent, les frustrations que les gens ont vis-à-vis de ceux qui dirigent réduisent le patriotisme. Parce qu'ils pensent qu'en déclarant sa flamme patriotique, il soutient ceux qui dirigent et qui, pour lui, dirigent en sa défaveur. C'est justement ça. On devrait parvenir à faire un distinguo entre ceux qui gèrent la chose publique et la chose publique elle-même et l'État dans sa cosmopolité comme patrie, mère patrie, comme notre berceau, comme c'est à quoi nous devons tous nous identifier, distinctement des animateurs qui sont passagers. Et c'est comme ça qu'on apprend à aimer son pays. Et par rapport au secteur de l'emploi, il y a cet effort qu'il faut fournir, effectivement, pour qu'il y ait davantage ce genre d'accessibilité. Maintenant, il y a les secteurs privés. Encore une fois, il y a une responsabilité de l'État, parce que les secteurs privés, c'est là que les jeunes sont à la merci de tous les loups. Il y a des expatriés. Nous, on n'a pas la politique de xénophobie. On n'est pas comme les Sud-Africains qui, par complexe, ils pensent que les gens sont venus prendre. Les gens viennent. On a besoin des investisseurs. Mais quand les investisseurs viennent, il faut que l'État puisse avoir suffisamment... J'allais utiliser un terme non indiqué, mais suffisamment de personnalités pour imposer un seuil. C'est ce qu'on appelle le SMIC, le salaire minimum. On sait que, par exemple, quand un jeune travaille dans un supermarché, il a autant. Que ça soit des histoires verbales. Aujourd'hui, la plupart des supermarchés
n'ont pas des engagements directs avec les jeunes Congolais qui y travaillent. Ils passent par des structures de sous-traitance qui sont des mafieux et qui n'ont aucune responsabilité. Parce que quand on chasse ces jeunes comme des chiens, ça veut dire qu'un Indien peut se réveiller selon son humeur. Il dit, allez, je t'ai chassé aujourd'hui. Il n'y a pas de contrat, il n'y a pas de décompte final, et le jeune va partir. Ils se décident comme ils veulent, au fait. Ils se décident. Parce que, on ne respecte pas le code du travail. Même si le contrat était verbal, quand quelqu'un a déjà fait plus de 6 mois, il est contractant et au moment où on devrait décider de le mettre dehors, on devait payer ses indemnités. Et donc, ces choses ne sont pas surveillées. On se demande à quel point ça bloque. Généralement, qu'est-ce qui se passe? On achète quelques députés. Il y a même des députés qui, pour passer député... Il y a de lois sur ça. J'avais eu une polémique autour de SMIC, mais en réalité, il faudrait que ces choses existent. Si ça existe, il faudrait les appliquer. C'est très important. Il est seulement malheureusement constaté que les jeunes Congolais souffrent là où ils travaillent, dans des hôtels. Il y a des gens qui ont des supermarchés et des hôtels. Ils changent des noms, mais c'est des mêmes entreprises. Tu vas voir ici Platinum, tu vas voir ici SN Mart, tu vas voir. Mais est-ce qu'il y a réellement des services de l'État qui font la vraie inspection pour voir quelles sont les conditions de travail des jeunes Congolais ils n'ont pas d'argent des transports. En réalité, c'est le même argent de prime de la fin du mois qu'ils terminent carrément à 60 ou 70% avant la fin du mois avec le transport. Et on les garde. Tu vois un jeune qui habite à Tchangou, Kingasani, on les garde jusqu'à 23 heures, par exemple à Bandal. Avec tout ce qu'il y a comme insécurité et tout ça. Et ces entreprises qui viennent ici, qui viennent s'enrichir ici sur place, sont incapables d'avoir même de YAS qui peuvent déposer. C'est un minimum. En fait, si l'État est responsable, on imposerait un certain nombre de choses. Par exemple, des minibus où on se rassure que les jeunes qui travaillent dans des entreprises sont acheminés chez eux ou bien à l'adresse la plus proche, à la route principale la plus proche de chez eux. Au moins, on se fait respecter en tant que pays. Et ça crée un sentiment de fierté et ça pousse les jeunes à considérer que notre État se bat pour nous sécuriser. Donc, la jeunesse, elle est dépourvue. Elle est dépourvue mais justement, de cette protection, de ce soutien. Et les gens qui partent au Parlement, en fait, ils sont soit dans des populismes, ils sont soit dans des motions monnayées, ils sont soit dans des trucs. Mais les vraies questions sociales, il n'y en a pas. C'est comme si on se réveille le matin chaque jour. Tout ce qui préoccupe les gens, c'est comment faire pour en sonner davantage la population. Comment créer des contrôles techniques pour encore avoir de l'argent sur les véhicules. Comment changer, je ne sais pas moi, des plaques de véhicules. En fait, on n'est pas dans comment on peut faire du bien à la population. On ne se pose pas cette question. Et en faisant ça à la jeunesse, on crée un hiatus. La jeunesse va demeurer frustrée. Parce que les gens pensent faire bien. En faisant ça, qu'est-ce qui se passe? En paupérisant la jeunesse, on sait qu'on va les utiliser, les cas échéants, ils vont, moyennant 10 000 francs, 20 000 francs, chanter pour nous. C'est en quelque sorte pour leur intérêt. C'est entretenu comme ça, mais malheureusement, ça tue les pays parce que, en fait, regardez les conséquences de tout cela. C'est qu'on devient esclave dans notre propre pays et on n'a pas cette fierté. Pourquoi on fête 66 ans d'indépendance? J'ai des témoignages des jeunes filles qu'on a chassées comme des chiens dans des supermarchés, qu'on a même, il y a des petits gérants qui se permettent de gifler. Tu vois? Et ça, parce que l'État ne fait pas respecter, ne protège pas suffisamment l'emploi des jeunes, la sécurité au niveau du travail. Et tout ça, en fait, c'est pas nouveau parce que ça existe. Les cadres qui conditionnent même comment devrait être encadrée la notion du travail, la notion de l'emploi, ça existe. Parce que le code du travail, là, c'est pas quelque chose qui a été fait comme ça. C'est sur base des luminaires. Quand vous étudiez même la sociologie du travail, selon Émile Durkheim, il y a déjà de garde-fous, de choses, des phénomènes sociaux qui ont été déjà étudiés depuis longtemps, qui se reproduisent, pour lesquels on a créé des codes du travail pour encadrer cela. On sait que le travail commence à telle heure, ça se termine à telle heure. Si on doit déborder, ça veut dire qu'on est en mode shift. Ceux qui entrent pour le shift de trucs, ils entrent à telle heure, mais il faut la sécurité qui va avec. Il y a la sécurité au travail. Il y a tout ça. Il y a le bien-être de celui qui travaille, au-delà de l'argent qu'on le paye. Il y a le respect qu'on lui doit. Parce que si
la loi oblige qu'on respecte un prisonnier, a fortiori un travailleur. Pourquoi un Indo-Pakistanais ou un Indien devrait venir gifler ou bien maltraiter, insulter les jeunes Congolais qui travaillent chez eux? Donc, cette question d'employabilité, c'est une question pour laquelle, je ne sais pas si c'est le ministère du Travail fait quoi, mais je crois que la première ministre, les membres du gouvernement, parce que si vous voulez aider aussi la vision du chef de l'État, il faudrait réellement, en fait, apporter l'eau au moulin en faisant des propositions bien. Ce n'est pas seulement en devenant tous de robots, voilà, changeons la constitution, non. Aider les chefs de l'État, c'est apporter aussi des questions d'ordre social, des réponses aux besoins réels. Moi, je suis gêné de fois quand je vois, vous circulez dans la route à tout bout de champ, il y a des jeunes à l'âge scolaire qui sont carrément pris en otage par des vieilles dames, par des vieux papas qui sont aveugles et ces jeunes-là les conduisent. Tu te demandes à quel moment ces jeunes partent. Mais pourquoi il n'y a pas une politique sociale qui regarde ce genre de choses? Va au niveau des supermarchés qui sont non loin de Caen, par exemple. Tu vas trouver, dès que vous sortez du supermarché, de petits enfants, 9 ans, 7 ans, en train de demander de l'argent. Mais quelle est la politique? Généralement, c'est aussi des enfants de militaires qui viennent de camp et tout ça. J'ai comme impression que les choses les plus fondamentales ne préoccupent pas le dirigeant, l'homme politique. Et ça, c'est connu, que ce soit l'opposition, que ce soit tout. Personne dans les débats n'apporte des questions sociales sur la table. C'est toujours soit dialogue, soit changement de constitution. On est dans des débats, en fait, qui ne mettent pas l'humain congolais au cœur de leurs préoccupations. Et c'est quand même triste. On le voit même pendant les périodes électorales. Il y a très peu de sujets qui touchent l'amélioration structurelle et substantielle de l'homme congolais en partant de sa jeunesse, parce que la jeunesse en tant que socle, il n'y en a pas. Ok, si je comprends bien ici, il y a une grande responsabilité de l'État. Vous avez parlé ici de très grande responsabilité des animateurs étatiques et de la classe politique dans son ensemble, parce que même ceux qui disent qu'ils veulent remplacer, ils n'ont pas d'alternative en termes de contenu sur ces genres de questions qui sont réelles, qui sont vitales pour construire un pays en termes de fierté, en termes d'appartenance et en termes de patrimoine. Alors, c'est en vous, le seul bémol, c'est l'homme congolais, c'est le politique congolais, ou il y a d'autres bémols qui vous pouvez ici? Mais les politiques congolais, ils viennent d'où? Ils viennent de la société. La société ne reproduit que ce qu'elle est, le reflet. Nos magistrats, ils viennent d'où? De la société. Les députés, ils viennent d'où? De la société. Mais c'est justement ça. Mais quand tous ces gens viennent de la société, il faudrait qu'il y en ait au moins un qui ait cette conscience et je crois qu'il puisse apporter, parce qu'en en fait tout est question de la vision que l'on a. Et puis après on va régenter, parce que ça ne se fera pas comme une génération spontanée, ça ne sera pas comme par baguette magique. Il faut qu'il y ait une vision pensée de la République par rapport aux mini-secteurs vitaux de la vie, et cela permettrait à travailler sur la fierté d'appartenir à ce pays, parce que c'est très important. Un jeune frustré qui ne mange pas bien, qui est maltraité par un étranger dans son pays, comment il va avoir le temps d'aimer son pays? On est dans jeunesse et patriotisme, donc et ça c'est très important. Toute action que l'on mène devrait être dictée par le sens, est-ce que ça pousse les jeunes à aimer leur pays? Est-ce que ça leur pousse à avoir la fierté d'appartenir? Nous n'avons que cette fierté que quand les léopards jouent. Et après, ça va s'effriter. Comment on peut capitaliser ça? Comment on peut orienter ça dans tous les secteurs de la vie? Et ça, c'est très important. Et c'est toute la place, notamment, de cette politique associée à ce grand projet de la déprogrammation positive des mentalités qui pouvait être coulé dans cette cellule de coordination des changements de mentalité, mais qui peine aussi à... Voilà, coach, merci beaucoup pour cet exposé. Alors ici, nous allons continuer. Que diriez-vous, coach, de ce jeune qui pense aussi qu'aujourd'hui, le système éducatif pose problème? C'est par rapport au système éducatif aussi, qui a ces défauts ou ces malentendus dans l'employabilité. Est-ce que vous êtes de même avis? Oui, parce que si on parle de l'employabilité, ça veut dire qu'il y a en amont une formation qui devrait précéder cela. C'est vrai qu'il y a des métiers qui demandent une formation assez courte. Il y en a qui demandent des formations, des cursus universitaires. Il y en a qui demandent des formations professionnelles. Mais tout ça doit être organisé. Est-ce que le ministère de la formation professionnelle, par exemple, peut nous recenser de vrais centres de formation certifiés?
si à la tête du ministère de la formation professionnelle, la personne qui est là n'a jamais formé dans sa vie, n'a jamais compris en fait quel est l'environnement de truc, il y a un problème. Parce que souvent, ce sont des postes, on donne des postes politiques, mais on ne regarde pas les conséquences. Il y a des il y a des portefeuilles pour lesquels il faut absolument que ça soit quelqu'un qui comprenne ces choses. Le ministère de l'Intérieur, je n'ai pas besoin forcément que ça soit un militaire ou quelqu'un de la sécurité. Le ministère de l'économie, tout naturellement, ça doit être quelqu'un qui comprend, qui est économiste et tout ça. Les ministères de l'enseignement, pas forcément un professeur. On a vu que beaucoup de professeurs sont passés par ces ministères, ils ont été piètres. Parce qu'il faut être manager. Mais il y a des ministères comme la formation professionnelle, il faut que quelqu'un comprenne quelque chose. Sinon, ils vont mettre, j'étais dernièrement pour demander juste le document en fait qui permet à ce que, en tant que formateur, je puisse savoir comment je dois avoir cette certification. Mais de fois, on demande des choses qui n'ont pas de sens. Parce que la personne ne comprend pas. Il y a inadéquation entre la personne qui dirige et les secteurs. Et pour quel objectif on est à la tête de ce truc. Alors, il y a deux métiers. Tu vois, comment on accompagne étroitement ceux qui sont appelés à former au métier. Maintenant, rentrons dans l'éducation classique. Que ce soit l'enseignement primaire, que ce soit l'enseignement secondaire. Moi, j'ai toujours un élan nationaliste et afro-optimiste. On ne peut pas avoir de programme qui ne répondent pas aux besoins de notre pays. Le programme de l'éducation ne doit pas juste être cosmétique pour faire beau vis-à-vis, je ne sais pas moi, de l'UNICEF ou donc on devait se poser la question, quels sont les besoins que nous avons, quel type d'enjeux nous avons et comment on peut orienter. Aujourd'hui, on a beaucoup de juristes pour rien. Beaucoup de juristes pour rien, pour des débats juridiques qui n'ont pas de sens et qui pensent que du coup, en fait, parce qu'ils ont juste un diplôme de droit, les autres ne peuvent pas discuter sur des questions. J'ouvre une parenthèse vite fait, je vais fermer. Par exemple, sur cette question de constitution. Les plus grands pièges, c'est qu'il y a deux catégories de personnes qui veulent confisquer ce débat. C'est les politiques et les juristes. Et pourtant, la question constitutionnelle, c'est une question sociale. Donc, c'est une question du peuple. C'est une question technique, mais c'est aussi une question de vision globale de la société. Et ce n'est pas parce qu'on est juriste qu'on a une vision de la société. On peut connaître les termes. Et je mets quiconque à défi. Je prends l'exemple. La Constitution des États-Unis n'a pas été écrite par des constitutionnalistes. On met la charrue devant le bœuf. Les constitutionnalistes devraient être là pour accompagner l'habillage technique des aspirations. Pas que ce soit eux les premiers, l'émanation de trucs. Et les politiques, quand ils abordent cette question, c'est avec des intérêts partisans. Tu as vu que tout bord, l'opposition, la majorité, chacun à son tour, à un moment donné, a souhaité les changements de la Constitution. Mais seulement chacun ne veut pas que ça soit fait par l'autre. Les débats actuels, ce n'est pas que Fayoulou est contre la Constitution, ce n'est pas que Kabound est contre, ce n'est pas que des... Il faut pas que ça soit Tshisekedi. Mais ça sera qui et ça sera à quel moment? Je vais vite fermer cette parenthèse. On va le faire. Alors, et tu vas voir les juristes dire non, les profanes veulent parler de ça. Mais tout juriste n'est pas constitutionnaliste. Déjà, ça c'est un problème. Donc, tu devrais aussi te taire si tu n'es pas constitutionnaliste. Alors, l'idée ici, c'est de montrer que c'est un débat de tout le monde. Ce n'est pas un débat de politique ou des juristes. Et tout ça, c'est quoi? C'est la conséquence des gens qui s'ennuient. En tant que juriste, tu n'as pas fait preuve, tu n'as pas été un bon avocat, tu n'as pas fait preuve de tout. Ils sont dans des débats où ça ne termine jamais. Deux fois, ils discutent sur la virgule, les juristes. Et on a beaucoup de juristes, les facultés. Aujourd'hui, les facultés de droit, facultés de communication, c'est plein de gens. Est-ce que c'est mauvais? Non, c'est mauvais parce que, en fait, on crée beaucoup de chômeurs et beaucoup de débatteurs. Et selon vous, alors qu'en réalité, on a besoin des gens qui doivent apporter des solutions. On n'accumule pas des diplômes pour en être fier. Très important. Pour apporter des solutions aux problèmes substantiels de sa nation, de sa communauté. Et donc, on devrait avoir un programme d'enseignement qui est en adéquation avec la demande. Nous avons suffisamment de mines. Mais est-ce que nous avons suffisamment de facultés où l'on enseigne des questions des mines? Pas seulement des géologues en termes de ceux qui veulent... Traitement, comment transformer, comment... Des métallurgies. Est-ce qu'on a suffisamment de programmes à l'université qui répondent à ça?
C'est comme ça qu'on réfléchit quand on a une vision de grandeur. On veut être un géant au cœur de l'Afrique. Combien d'ingénieurs des niveaux on produit? Ok. Tu vois pourquoi l'Iran a tenu tête à la coalition? C'est parce qu'ils produisent, l'Iran, l'Inde, ils produisent beaucoup d'ingénieurs par an. Pendant que nous sommes en train de produire, on produit des juristes, des gens qui vont débattre. Des communicants. Pas des gens qui vont créer, qui vont faire quelque chose. On est en train de former des communicants et trucs. Et autre chose, nous sommes dans le mimétisme cosmétique. On a dit que maintenant il y a 6e et 7e et 8e. Ça répond à quel besoin substantiel? Très important. Pour vous, vous pensez que c'était pas important? En Chine, jusqu'à aujourd'hui, ils sont 6 ans. Ils ne sont pas allés dans cette histoire. La Chine, je t'informe, je te rappelle que c'est la 2e puissance économique du monde. Si pas la première, si on veut rentrer dans le fait, vu les dettes que les États-Unis ont. Mais ils sont dans 6 ans. Ça veut dire que ce n'est pas 7e et 8e qui développent le Congo. Ce n'est pas important pour vous. On avait le cycle d'orientation. Aujourd'hui, les jeunes sont perdus. Parce que, en fait, 7e, 8e, les gens ne sont pas très bien orientés. Autant pour les universités. Qu'est-ce que le LMD a apporté? Ça a beaucoup détruit d'ailleurs. Les gens se sont perdus. Oh non, c'est pas un problème d'application. Non. Faites un programme qui répond. Mais tout ça, c'est quoi? Parce que 66 ans après, on est indépendant, entre guillemets, politiquement. Mais sur le plan de l'éducation, par exemple, on n'est pas indépendant. C'est des partenaires qui obligent. Et du coup, on ne vous dira pas, bon, en vrai, le ministre va dire qu'il a fait une réforme. Alors que ce n'est pas une réforme. C'est juste, on l'a obligé, il y a des commissions qui sont là. Et ça, c'est très dangereux. L'éducation devrait être un secteur de souveraineté nationale. Pas un secteur où on vous dicte de choses. Est-ce que je vais vous dire une chose? Quand on fait le classement de 100 meilleurs pays, 100 meilleures universités en Afrique, on ne cite aucune université congolaise. L'Afrique, c'est 54 États. On serait dernier, on serait peut-être 54. Je vais en arriver. Mais, c'est quoi les critères? Il y a le bâtiment, il y a la quantité de professeurs par rapport aux étudiants, il y a les nombres d'étudiants étrangers qui viennent là. Et pourtant, vous savez, pour le Gabon, un certain nombre de pays d'Afrique, le Rwanda, tout ça, pour créer leur première radio, leur première chaîne de télévision nationale, ils ont envoyé des gens étudier ici au Congo, à l'ISTI de l'époque. Aujourd'hui, à part au Congo central, où la médecine, il y a beaucoup de Camerounais là-bas, je vois tout ça, c'est de plus en plus difficile de voir des jeunes d'autres pays venir chercher l'éducation ici. Alors que nous, on part au Tunisie, au Maroc, et nos enfants vont même être détruits là-bas et tout. Ça compte. L'accès à l'Internet, ça compte. Moi, j'ai eu des problèmes quand j'étais étudiant, parce qu'on payait les frais pour informatique et Internet, mais on n'avait jamais utilisé ça. Et le même frais, on devait payer le frais de stage. C'était le même frais. J'étais CP, j'ai dit, comme on n'a pas utilisé toute l'année finie, on n'a pas utilisé, prenez le frais, là, traduisez ça pour le frais de truc. J'étais l'homme à abattre. J'étais l'homme à abattre. Et moi, je n'aime pas l'injustice. Je n'aime pas l'injustice. Et ça ne date pas d'aujourd'hui. Alors, et donc, cette configuration ne permet pas à répondre aux vrais problèmes que nous avons. L'adéquation entre le marché et le système d'éducation que nous avons. Et je peux même aller loin. Ce système d'éducation, quel enseignant congolais donne cours à nos enfants? Moi, aujourd'hui, je suis désolé de le dire. J'ai vu des collègues qui étaient piètres, à qui on a distribué des distinctions pour qu'ils deviennent des assistants. Je n'enverrai pas mon enfant étudier là où moi j'ai étudié. Quand je vois la qualité des gens, et des professeurs sont en train de mourir, mais les mêmes professeurs meurent avec une culpabilité de n'avoir pas créé la relève. Parce qu'au lieu de créer la relève, les professeurs regardent qui est brillant mais qui n'est pas aligné, on le casse. Il ne va pas devenir assistant. On va prendre un pire petit qui va porter pour nous les mallettes, on lui donne. Et avec cette histoire dans les universités publiques, c'est la distinction de la dernière année qui compte pour devenir assistant. Il y a un problème. Quelqu'un qui faisait 52 en G1. 54 en G2, 53 en truc. Et puis dernière année, 77. Et du coup, il devient assistant. Vous voyez. Et toi, tu peux taper 3 distinctions. Mais à la dernière année, on te donne 68,9 pour te faire mal. Tu n'as pas aussi coopéré. Voilà. Et du coup, on tue l'enseignement. Je crois que
C'est à cela qu'on devrait s'atteler. Des réformes de l'éducation devraient être faites. Et je crois que ce genre d'émission, j'espère que les chefs de l'État a un bureau d'études. C'est des battes que je donne, hein, moi, c'est des propositions que je donne en tant que citoyen congolais. On devrait revoir ça si on ne veut pas tuer l'âme. Parce que c'est à dessein que pendant 18 ans, on a tué l'éducation congolaise. Et si on veut détruire un pays, on détruit son éducation. Et s'il faudrait qu'on se relève, il est temps. Pour notre avenir, pour l'adéquation avec les secteurs de l'emploi, les secteurs du travail de manière générale, on devrait aussi avoir de vrais départements d'entrepreneuriat où on apprend aux gens de comprendre des grands principes, pas l'économie juste, mais vraiment orientée vers l'entrepreneuriat. Parce que l'économie théorique, tous les grands économistes ne sont même pas des grands entrepreneurs. Je suis désolé, tu vas avoir des professeurs qui donnent des grandes théories en économie, mais qui ne sont pas des entrepreneurs. Et donc, on devrait étudier, faire des réformes qui sont liés aux besoins de la compétitivité du pays pour mettre le pays sur orbite. Sinon, on restera toujours un pays de forums, de conférences, d'hackathons, si c'est hackathon, où voilà, on a des applications, mais des applications qui ne restent qu'au niveau, voilà, prototype. Aucun ingénieur qui peut aller sur orbite, aucun ingénieur qui peut créer un satellite propre au Congo. On est dans, voilà, dans du mimétisme stérile. Et tout ça parce qu'on n'a pas conditionné. Maintenant, regarde le paradoxe. Tous les jeunes Congolais qui ont l'occasion d'aller faire des études à l'étranger en milieu compétitif, ils sont plus brillants que les gens de l'extérieur, que des blancs, que des trucs. C'est pour dire que du potentiel, il y en a. Voilà. Mais il faut créer le cadre. Regarde les concours, que ce soit de procès fictifs. Mais l'UNIKIN a tabassé 4 universités françaises. C'est pour montrer qu'en réalité, les classements là où on n'est pas parmi les 100 premiers, c'est par rapport à l'habillage, par rapport au cadre, par rapport à la substance. Mais en réalité, il y a du potentiel. Donc il faut beaucoup plus de réformes dans ce secteur-là. Merci beaucoup, coach. Ici, il y a une question qui me saute à l'esprit. À l'ère numérique aujourd'hui, comment initier, parce qu'on parle ici de l'éducation, comment initier, associer les numériques dans la classe moyenne, dans nos universités et tout ça, enseigner sur ça, parce que il y a pas longtemps, j'étais en train de suivre, je pense en Chine ou au Japon, ils ont essayé de créer un système où ils ont apporté les IA dans l'école maternelle, primaire et autres. Je ne sais pas, est-ce qu'il est aussi important de... Oui, mais c'est ça, chacun dans son domaine. Moi, je ne suis pas expert dans IA, parce qu'il faut être vrai. Et puis après, je ne suis pas appelé à être expert dans tous les domaines. Mais il y a toujours des politiques qui guident les choses. Barack Obama n'était pas informaticien, mais je crois qu'il s'est doté de meilleurs informaticiens pour ce pays. Sarkozy, c'est pas un gars qui connaît tout, mais il a été. Autant, on ne demande pas à un chef de l'État d'être en même temps informaticien et tout ça. Mais il y a une politique, une vision qui préside cela. Aujourd'hui, les besoins sont réels. Les besoins sont réels. Il y a l'intelligence artificielle et beaucoup de pays sont très évolués par rapport à ça. Maintenant, dire qu'est-ce qu'il faudrait qu'on insère dans les enseignements. Non, l'objectif n'est même pas d'insérer. Parce que, voyez-vous, les enfants qui sont nés aujourd'hui, ils manipulent les téléphones et l'ordinateur sans forcément être allés à l'école. Il y a aussi l'adaptation par rapport à la génération à laquelle tu es né. Et ça, il faut le comprendre en tant que tel. Il faut le comprendre en tant que tel. On ne devient pas informaticien à 50 ans alors qu'on n'avait jamais développé les aptitudes mathématiques, un truc. Vous comprenez? Donc, si l'IA vient aujourd'hui, ce n'est pas un vieux papa de 60 ans, de 70 ans que tu vas apprendre à devenir expert en IA. Parce qu'il faudrait qu'il y ait un précédent. Le précédent, c'est qu'il connaissait déjà comment on fait l'encodage, les codages. Il connaît les langages Java, il connaît le langage PHP. Tu ne peux pas arriver à ça si tu n'avais pas ce background. Ce n'est pas une génération spontanée. Mais chacun dans son domaine, on peut apporter. Ici, il s'agit de la politique d'identification des compétences et les classifier selon les rangs. Et c'est très important. J'ai vu le président du Burkina Faso qui vient de créer de centres de formation et des départements exclusifs pour des ingénieurs, métallurgistes et tout ça. C'est ça, en fait, la vision, parce que lui, au départ, il n'est pas forcément métallurgiste ou truc. Mais on a une vision et les besoins de l'heure. Il y a 2 routes qui sont en train d'être faites.
exclusivement avec une main-d'œuvre locale. Et ça, c'est très important dans la vision. Vous comprenez? Une vision globale. Et la vision, en fait, ça n'a jamais été l'apanage d'une seule personne. Et c'est justement pour cela que les bureaux d'études existent. Pas des bureaux d'études pour pomper les choses effrimées, mais pour répondre à des besoins réels d'une nation qui veut se relever, une nation qui a des ambitions. Moi, des fois, je vois même des gens intelligents, on les met à certains endroits, mais c'est comme s'ils sont aveuglés. Pourquoi la RTNC n'a pas une grille de programme à l'ambition de ce que nous avons comme vision du pays? Et pourtant, c'est tous les gens qui sont sortis des écoles de communication, qui sont là-bas, et trucs, il y a un ministre de communication. Il y a un problème. La seule chose qu'on retiendra, c'est qu'on a fait un concours de logos. Un concours de logos. Donc, c'est-à-dire, le programme n'est pas ambitieux par rapport à la vision que nous avons de notre pays. Et ça, c'est très important. Où est le journal panafricain? Tu vas trouver des chaînes togolais, des chaînes de Congo-Brazza en train d'analyser la situation politique du Congo. La grandeur, c'est aussi se mettre au-dessus de la mêlée. Vous ne pouvez pas faire la politique isolationniste alors que vous avez des ambitions de grandeur. Il faut commencer par comprendre, étudier les autres. Ce genre d'émission ici n'existe pas. Vous comprenez? Et du coup, on vit à vase clos. Combien de politiciens congolais tu entends parler, par exemple, du panafricanisme? Développer des idées sur la projection du Congo au niveau de l'Afrique. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Je suis désolé. Et tu vois que le débat est toujours terre à terre sur dialogue, changement de constitution. Dialogue, changement de constitution. C'est-à-dire, il n'y a pas de questions substantielles, même d'ambition, qui montrent que les gens ont une ambition de grandeur. Quand tu entends Sonko parler, il ne se limite pas qu'au Sénégal. Il voit l'Afrique. Il y a ce côté-là. Et quand nous, avec notre position géocentrique que nous avons, et que nous sommes la gâchette de l'Afrique, on devrait davantage. Qui sont les correspondants de la RTNC, par exemple, à Addis Abeba, au siège de l'Union africaine? Les gens ne partent que quand les chefs de l'État partent. Or, à Addis Abeba, il n'y a pas que le sommet des chefs de l'État. Les travaux se font chaque jour. Comment on peut être autant rêveur et ne pas être réaliste par rapport aux enjeux et aux ambitions que l'on a? Il faut mettre des moyens dans ce genre de choses. Ce n'est pas de l'argent perdu. J'ai vu CCTV de Chine. Ils ont 12 chaînes avec 12 langues. C'est parce qu'ils veulent faire passer leur culture. Ils veulent vous montrer leur grandeur. Ils veulent communiquer au travers d'autres personnes. C'est comme ça. Très important. Et donc, l'éducation a un vrai problème, autant que certains outils qui devraient accompagner le sens du patriotisme, mais aussi la grandeur, le rêve grand. Le Congo est grand et exige de nous la grandeur, disait Lumumba. Et cette grandeur devrait être traduite dans la façon dont on traite nos enfants, dans les secteurs d'emploi, d'employabilité, dans l'accompagnement vers l'entrepreneuriat, mais bien plus en amont, comment ils sont organisés dans les programmes d'éducation, que ce soit la formation professionnelle, que ce soit l'enseignement primaire, secondaire, que ce soit l'enseignement universitaire. Et c'est là on a tout à gagner en termes de la construction d'un pays plus beau qu'avant. Parce que la construction ne sera pas que des infrastructures. On risque d'avoir des belles maisons, mais avec de très moches cerveaux. Et ça, il y a un problème. Et des très moches consciences. Or, ça devrait aller de pair. De la même façon qu'on voit un boom immobilier, on devait avoir un boom intellectuel, un génie d'ingénieurs, un vivier de gens qui pensent, qui réfléchissent pour qu'il y ait adéquation. Sinon, ça sera toujours les autres qui viendront régner pendant que tous les quartiers chics seront occupés par les Indo-Pakistanais les derniers et les Congolais seront dans de petits quartiers et ils iront payer cher pour aller manger dans un restaurant tenu par un étranger. Merci beaucoup, coach. Puisque la télé, c'est le temps, on nous signale déjà que nous sommes pratiquement à la fin. Mais coach, une dernière question, ce serait qu'est-ce que vous conseillerez à la jeunesse congolaise aujourd'hui par rapport aux métiers qu'ils devront entreprendre, par rapport aux études qu'ils devront faire, par rapport également à votre vision de voir cette jeunesse, dans votre vision de voir cette jeunesse, dans votre vision de voir la société congolaise, qu'est-ce que vous diriez étant que coach? Bon, cette question est très complexe parce que vous avez bien dit en tant que coach. Je ne suis pas de ceux qui pensent qu'on devrait forcer les gens
à faire un métier ou bien un type de filière. On devrait étudier les potentialités de nos jeunes et les orienter chacun selon ses prédispositions, mais en privilégiant un certain nombre de secteurs et en mettant par exemple des stimulus. Par exemple, un jeune qui a tel pourcentage, il va avoir telle bourse pour faire ceci. On va orienter les jeunes qui vont accepter de faire un cursus d'ingénieur, par exemple, sur tel, ils auront un accompagnement dans ceci. Ils seront exonérés, par exemple, sur ils vont travailler. C'est comme ça qu'on accompagne les jeunes. On peut identifier, accompagner spécifiquement. On envoie, par exemple, 100 jeunes qui vont aller étudier en Inde sur tel ou tel autre métier. Pas aller faire des formations, parce que beaucoup de jeunes quittent les universités ici pour aller faire des modes. Ils partent, ils font college. College, là, c'est des formations de trucs. Et puis, ils rentrent ici, j'étais en Inde. Donc, c'est-à-dire des structures, des formations structurées et accompagnées qui permettent. Parce que les pièges de conditionner les gens, c'est comme par exemple à l'époque avec le FNM, où pour accompagner les jeunes entrepreneurs, on leur disait, vous devez entreprendre seulement dans tel ou tel autre secteur, et du coup la liberté entrepreneuriale est détruite, et par conséquent en fait les gens sont juste conditionnés parce qu'il y aura l'argent, il y aura un financement, mais pas parce qu'ils ont la passion, parce qu'ils sont à l'aise. Il ne faut pas que ça devienne une sorte de corvée. Merci beaucoup coach, c'était un plaisir de partager avec vous ces plateaux, et nous pensons que nous allons nous revoir très prochainement. Avec plaisir. Merci beaucoup à tous nos téléspectateurs. Nous vous fixons rendez-vous pour le samedi prochain, et sinon d'ici là portez-vous bien et restez dans la paix du Christ.